Bonjour tout le monde, je m'appelle Ricardo, Canary Lotus sur Instagram, Ravelry et sur YouTube. Et ceci est le sixième épisode de mon podcast Tricot. Il s'agit d'un épisode un peu particulier parce que c'est la première fois que je tourne des épisodes aussi rapprochés l'un de l'autre. Des souvenirs, le dernier épisode c'était il y a 2 semaines. Ça implique qu'en termes de nombre de projets terminés, ben, il n'y en a pas beaucoup. En nombre de projets en cours, ben, ils sont restés quasiment stables. En nombre d'achats, il n'y en a pas eu beaucoup. Et surtout en nombre des projets à venir, bah, la liste n'a pas bougé. Ce qui fait que la section, bah, je ne la ferai pas cette fois-ci. Ça n'est pas la peine. C'est pour répéter ce que j'ai déjà dit la dernière fois. Autre particularité de cet épisode, en dehors du rythme, c'est que c'est un épisode que j'essaye de tourner depuis 9h du matin. Là, il est 18h. J'ai toujours pas réussi à filmer quelque chose qui me satisfasse. Pour la simple raison que comme je rajoute de nouvelles sections spéciales, des sections bonus, eh bien, je m'en sors pas. Je m'en sors pas, il y a la section principale supplémentaire, c'est un vrai casse-tête, j'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas à les structurer comme je veux. J'espère que cette fois-ci ça sera la bonne. Si ce n'est pas ça, bah, je mettrai sur Instagram un post en disant voilà, problème technique, je m'en sors pas, désolé, ça viendra ce week-end. Bref, je vais rajouter, comme j'ai dit, c'est donc deux sections. Une section qui va me permettre de vous parler d'une fête qui me tient à cœur et qui est d'actualité, c'est El Día de los Muertos. Donc pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis mexicain. El Día de los Muertos c'est une fête qui s'est faite les 1er et 2 novembre et qui fait partie du patrimoine immatériel de l'humanité d'après l'UNESCO. Et c'est depuis les 7 novembre 2003. Donc c'est une fête c'est ma fête préférée. Et c'est une fête qui est malheureusement méconnue en France et qui est surtout victime d'une amalgame assez cavalière avec Halloween, avec des commentaires qui vont de ah oui, c'est la même chose à au pire, c'est ah oui, Halloween, le Dia de los Muertos, c'est les Halloween des Mexicains. Donc comme s'il y avait une sorte de copie entre les deux, alors que les deux fêtes ont une origine complètement différente, une tradition différente. Et puis bon, c'est juste différent quoi. Euh, en plus enfin, outre donc cette section, il y a une section aussi que je rajoute pour faire la révélation des lots des personnes qui ont participé au giveaway que j'ai organisé sur Instagram. Je vous avais dit la dernière fois que je vous avais ramené un petit quelque chose. J'avais laissé quelques pistes pour permettre à certaines personnes de deviner ce que ça pouvait être. Il y en a quelques-uns qui sont approchés. Donc, je vais vous révéler ce que c'est. Et puis, la dernière petite modification, c'est également que, suite donc, à une discussion avec Christelle des Tricot Stitch, donc bonjour Christelle si tu me regardes, je vous proposerai cette fois-ci dans la section Netflix, non pas de vous conseiller un film, mais plutôt de faire la revue d'un autre film et d'entamer une discussion, donc, non seulement avec Christelle, mais également avec d'autres personnes, puisque je trouve que le film en question est un bon exemple de ce que Hollywood fait mal avec le cinéma d'horreur. Voilà. Donc écoutez, je vous propose de commencer directement avec la section bonus, que je ne sais absolument pas comment je vais nommer, donc, mais qui sera un petit aparté culturel concernant donc ma fête préférée, El Día de los Muertos. Donc comme j'ai dit, c'est El Día de los Muertos, patrimoine de l'humanité, et c'est une fête mexicaine qui s'est faite les 1er et les 2 novembre. Donc déjà, ça c'est la première différence par rapport à Halloween. Donc Halloween, donc juste pour démarrer, fête d'origine plutôt celtique, liée au culte de Samhain, qui était initialement organisé au début ou au milieu je ne sais plus exactement, hein, de l'automne, et qui finalement se retrouve au 31 octobre pour la simple raison que, comme ça a été le cas avec la El Día de los Muertos, suite à l'arrivée du catholicisme, bon, chez eux c'est surtout la partie protestante, mais la fête a été bougée pour que les cultes païens collent aux fêtes du calendrier grégorien. Ça, c'est également ce qui s'est passé avec el Día de los Muertos. El Día de los Muertos, c'était une festivité
qui permettait toutes les populations d'origine aztèque, à part Teanubo. Les Aztèques, c'est quoi? Les Aztèques, ce n'est pas une culture, c'est un ensemble de cultures. Au Mexique, tout le Mexique préhispanique, il y a deux grands courants. Donc les tribus qui sont remontées du sud pour aller vers les centres, ou les tribus qui sont redescendues du nord pour aller vers les centres. Ceux qui sont montés du sud pour aller vers les centres, c'est des cultures qui ont on va dire un apport ou une culture, une tradition plutôt d'origine maya. Donc ce sont des cultures qui sont plutôt théologiques. Donc on va trouver les Mayas déjà, on va trouver les Olmecs, on va trouver surtout les Teotihuacan et à moindre mesure les Zapotèques. Donc, ce sont des cultures dont l'organisation c'est vaste et tourne autour de la religion. Les cultures qui viennent du nord, elles, ce sont des cultures belliqueuses. Ce sont des cultures qui viennent d'un lieu qui s'appelle Aztlán, donc A-Z-T-L-A-N, et c'est ces mêmes lieux qui donnent les noms aux populations et aux cultures qui en découlent. Donc, de ce fait, donc, toute culture qui vient de façon proche ou lointaine d'Aztlán, c'est des Aztèques. La culture qui est connue et que tout le monde appelle Aztèque en France et à peu près partout, parce qu'il n'y a pas que les Français qui font cet amalgame, ce sont les Mexicas. Les Mexicas, c'était la culture principale du Mexique, et c'est une culture qui a migré d'Aztlán jusqu'au centre du Mexique, qui s'est établie au lac des Texcocos suite à une révélation du dieu Huitzilopochtli, les dieux de la guerre, qui leur disait de s'installer sur un îlot en forme de double cœur humain, dans lequel poussait un nopal, sur lequel il y aurait un aigle en train de dévorer un serpent. Ces symboles se trouvent être également les symboles qui figurent sur les drapeaux nationaux mexicains, et ça vient de la légende et de comment la tribu qui était descendue des Piastlans s'est établie à un endroit particulier du Mexique. Les Aztèques, eux, dans cette globalité, s'embarquent quoi? S'embarquent principalement donc, dans les Mexicas, culture principale, les Tlaxcaltèques, les Toltèques, les Chichimeques, les Mixtèques, j'en oublie certainement, les Totonacs, et je vais m'arrêter là pour les principaux, parce qu'après il y a toujours des groupes un peu plus petits qui font que non seulement la diversité des cultures préhispaniques du Mexique, mais aussi les différents conflits qu'il pouvait y avoir et qui ont fait entre autres la perdition des Mexicas, puisqu'en fait ils s'étaient détestés de tout le monde, puisqu'ils savaient conquis tout le monde. Donc quand les conquistadors sont arrivés, ils se sont fait trahir par tout le monde et ça a donné ce que ça donnait. Bref, finissons donc avec cet aparté. Donc les Aztèques, c'est tous ceux qui viennent d'Aztlán, et donc ils sont une culture qui est commune. Une culture qui est commune dans quel sens? C'est-à-dire que leur conception de la création du monde, de l'organisation du monde, et la définition de la mort et qu'est-ce qui se passe après la mort était à peu près semblable et identique, quelle que soit la culture. Qui plus est, ils parlaient quasiment tous la même langue, qui est le nahuatl. Donc, quelle est la différence et d'où vient la fête? Quelle est l'origine et d'où vient la fête des Dia de los Muertos? El Dia de los Muertos, comme je disais, ça vient des fêtes qu'on célébrait pour célébrer les défunts et les déités liées à la mort dans la culture et la tradition aztèque. Contrairement à la tradition européenne, la mort dans la tradition aztèque n'a strictement aucune connotation morale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion d'enfer, il n'y a pas de notion de paradis. Les morts, ils vont où ils vont en fonction de quelle est la façon dont ils sont morts. Donc quelqu'un qui était mort puisqu'il s'était combattu, parce qu'il était victime pendant la guerre, ou parce qu'il était sacrifié pour les dieux de la guerre, ça allait à un certain endroit, alors que celui qui était mort des causes naturelles, il allait à un autre endroit. Il y avait aussi, dans cette notion des destinations finales, il y avait aussi une différenciation assez marquée entre ce qui pouvait être les enfants et les autres, enfin les adultes. Donc ce qu'il faut comprendre dans le monde sikh, c'est que les enfants, ils avaient un traitement, on peut dire, des faveurs, parce que, pour ne pas trop rentrer dans les détails, ils avaient les droits à la réincarnation, ce qui n'était pas le cas des adultes.
Réincarnation qui était soumise à beaucoup de choses, à savoir la fin du monde. En gros, dans la culture aztèque, et même aussi dans les cultures plutôt des traditions mayas, le monde est divisé en ères, et chaque ère a un soleil particulier. Donc aujourd'hui, si on se tient aux légendes, on est au cinquième soleil, donc au ligne de l'Istli. Les quatre autres sont terminés. Et en fait, à chaque fin d'une ère, enfin, les mondes, un peu, pour ainsi dire, il est terminé. Et les âmes des enfants renaissent et permettent de recréer la vie pour la nouvelle ère. C'est ça l'idée. Donc, d'où la différenciation forte donc, entre enfant et adulte. Et c'est ce qui donne aujourd'hui aussi cette différenciation et cette dualité en termes des dates, c'est-à-dire les 1er novembre et les 2 novembre, il y a 2 dates. Et c'est tout simplement ce qu'il y a une date pour les enfants et une date pour les adultes. Les premiers, c'est pour les enfants, les deuxièmes, c'est pour les adultes. Dans la tradition aztèque, compte tenu qu'en fonction de comment on mourait, on avait une destination particulière, les festivités qui étaient associées aux défunts, bah, elles duraient longtemps. La principale et celle où il y avait le plus de festivités, c'était pendant les mois d'août. Ça durait environ un mois. Et c'était aussi pendant cette période-là qu'on faisait le plus de rituels envers la déesse de la mort, enfin la dame de la mort, ce qui serait tout simplement la mort au sens occidental du terme, hein, enfin, qui est la déesse Mictlantecuhtli. Sachant que les seigneurs des morts, lui, il s'appelle Mictlantecuhtli. Toujours pour revenir donc, à la conception de la vie et du monde, enfin de la réalité dans la tradition aztèque, les mondes étaient organisés selon 2 axes. Un axe horizontal qui, en fait, c'est les points cardinaux, avec des dieux qui vont toujours par paire. C'est-à-dire qu'on a les nord, on a les sud, on a l'est, on a l'ouest. Et c'est partout pareil. Il y a toujours une notion de dualité, que ce soit homme-femme ou en tout cas toujours un couple. Donc on va voir au nord les dieux de la nuit et de la mort, donc, qui est Tezcatlipoca. Donc c'est la couleur noire, c'est le nord. Mais dirait que c'est au sud, il y a sa contrepartie, et bien pas du tout. Sa contrepartie, donc les blancs, c'est l'ouest, c'est Quetzalcoatl, qui est les dieux donc, plutôt associés à la lumière, à la vie et à la sagesse. Et puis est et sud, donc on va voir la couleur rouge avec le renouveau, la jeunesse, les sangs et les feux naissants, donc avec un dieu qui est un peu particulier, qui est le dieu de s'écorcher, qui s'appelle Xipetotec, et sa contrepartie, donc les bleus, c'est la couleur, c'est les dieux qui règnent le sud, c'est les dieux les plus importants dans la tradition aztèque, c'est les dieux de la guerre, Huitzilopochtli, qui est aussi associé au soleil. Donc le soleil enfin, donnant le rythme de la vie, c'est aussi lui qui dicte le rythme des... Enfin, c'est lui aussi qui est à l'origine des guerres. Enfin, c'est un peu le dieu principal, quoi. Donc ça, c'est pour les plans horizontaux. Pour les plans verticaux, on a une voûte céleste, donc, qui est avec 13, c'est ça? Oui, 13 zones, un peu particulières dans lesquelles les dieux font leurs affaires. Et après, on a l'inframonde. Donc, dans l'inframonde, donc, il y a régné par 2 dieux, donc le dieu des morts et la déesse de la mort. Donc, Mictlantecuhtli et Mictlantecuhtli. Dans ce monde, pour accéder, les morts doivent traverser un véritable parcours de combattants pour arriver à leur destination finale. Et c'est une destination qui ne peut attendre, enfin, qui dépend évidemment de comment ils sont morts, comme je l'avais dit, mais qui ne peut pas être, qu'on ne peut pas attendre sans savoir un peu d'aide. Donc je ne veux pas vous faire toute l'histoire, enfin si, je vais faire très très rapidement l'histoire de tout ce qu'il y a dedans, mais en gros, il y a un 9 niveaux dans l'inframonde, ce qui est assez frappant, parce que ça, on pourrait faire un parallélisme avec l'enfer de Dante Alighieri dans la Divine Comédie. Et en fait, il faut traverser tout ça pour arriver à destination, voir les dieux des morts, pour que les dieux des morts donnent la permission à l'âme et au corps
du Dyphon de pouvoir passer à sa destination finale. Et si l'âme n'arrive pas à traverser tout ça, elle est perdue à jamais. Enfin, elle est perdue à jamais. C'est une sorte de purgatoire, si on peut le dire. Donc les épreuves, elles vont du simple labyrinthe dans lesquels, si on n'a pas une petite aide animale, à l'occurrence, on ne peut pas s'en sortir, à des choses qui sont vraiment de la limite de la torture, avec des rassoirs, des flèches, j'en passe les meilleurs. Donc je vais vous faire rapidement les parcours, hein. D'abord, il y a une zone qui s'appelle les Squidlands, donc dans lesquelles les défenses sont guidées par des chiens. Les chiens ont une place particulière dans la tradition aztèque. On a un chien qui est une race des chiens mexicains qui s'appelle les Xoloscuincle, ou aussi bien appelé Squinkle. D'ailleurs, ça se rapproche du nom du lieu en question, les Isquinclan, Squinkle, qui en fait est un lieu dans lequel on a besoin d'un guide, et c'est les petits chiens en question. C'est un chien qui est nu, hein, je vous mettrai une photo, c'est un chien assez rigolo, qui servait aussi bien d'animal et compagnie que des plats principaux, hein. Et en fait, c'est dans cette partie de l'inframonde, si on était méchant avec les animaux, si on était méchant avec les chiens, on n'avait aucune chance de s'en sortir. Bref, ce qui avait été correct avec les animaux, ils pouvaient s'en sortir. Les chiens les conduisaient jusqu'au bout enfin, à la porte du niveau suivant. Le niveau suivant étant les Tepemonamictlan, qui est une sorte de passage dans lequel il y a des montagnes qui n'arrêtent pas de se fracturer les unes contre les autres. Et l'âme doit trouver les bons moments pour traverser, faute de quoi elle s'est fait écraser. Après ça, il y a une traversée assez atroce dans laquelle les défunts doivent traverser une montagne qui est remplie des lames d'obsidienne. Donc pour déjà ceux qui regardent Game of Thrones, Obsidian, ça doit vous faire un peu tilt. C'est le fameux ver dragon. L'obsidienne est une pierre volcanique proche du verre. Qui en fait, il y en a partout au Mexique, hein. En tout cas, le centre central du Mexique, il y en a partout vraiment. Ça a tendance à former oui, des vers, mais qui au moment où ils cassent, ça forme vraiment des lames. Et sans l'affûter, sans rien, une petite entaille comme ça, juste comme ça, c'est bon, on est ouvert et facilement en 1 ou 2 centimètres. Enfin, ça coupe, c'est abominable. Moi, j'ai joué beaucoup avec ça quand j'étais gamin et je peux vous dire que le nombre de fois où je me suis coupé avec ça, c'est vraiment dangereux. Et donc l'idée, c'est de faire traverser les pauvres morts tout seul, sans son chien, parce que les chiens, bien évidemment, l'ont abandonné puisqu'ils voulaient passer, s'infliger les restes. En fait, il faut traverser une montagne avec que ça, donc c'est coupé, c'est des chiquetés en faisant donc son parcours de combattant. Suite à quoi il avait droit à un endroit, donc comme il escaladait la montagne, il avait droit à quoi? À une neige abominable. Donc un endroit, il n'y avait que la neige qui épelait les Segualoyan. Une fois passé la montagne, enfin une fois encore remonté la montagne, donc passé la neige, il arrivait au sommet de la montagne, il s'est retrouvé dans un endroit où il n'y avait que du vent. Donc l'âme était l'âme et les corps du Dyphon étaient littéralement emportés par les vents dans un lieu qui s'appelle les Panquetlacolan. Non, Panquetlacaloyan, pardon, dans lesquels donc les vents allaient déposer les défunts dans les prochains lieux au bout d'un certain moment. Donc c'était plutôt prendre son homme en patience. Une fois arrivé au prochain niveau, donc niveau 7, qu'est-ce qui s'est passé? Non, niveau 6, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Il doit traverser un lieu dans lequel l'âme s'est fait bombarder par des flèches. Et puis, bon, essayer de ne pas se faire complètement détruire. Les lieux en question s'appellent les Temiminaloyan. Et à la suite de ça, une fois qu'il s'est sorti plus ou moins abîmé, donc déchiqueté, rempli de flèches, mort de froid, avec du vent, sans son chien, qu'est-ce qui lui arrive? Il y a des phoques qui viennent lui manger les cœurs, puisqu'on ne peut pas rentrer au règne des morts avec un corps à l'intérieur du corps, hein. Donc il faut se faire arracher le corps par un phobe. Les phobes, qui était à l'occurrence un jaguar, si je ne m'abuse, dans un lieu qui s'appelle les
Kualoyan, ce qui permet donc à l'âme d'accéder à un lieu qui s'appelle les Apanowaloyan, où il faut qu'il nage dans des seaux noirs sans fond, jusqu'à trouver les derniers des lieux, qui est les croisements de toutes les rivières de l'inframonde, qui s'appellent les Chikonawaloyan, qui lui donne enfin accès au dieu des enfers, au dieu des enfers, au dieu des morts, et seigneur des inframondes, pour accéder enfin à son lieu de repos. Donc, dans la tradition, c'est un périple qui durait plusieurs années et qui, en fait, d'après les archéologues et historiens, serait surtout lié au degré de décomposition d'un cadavre. Je ne vous fais pas trop les détails, mais la partie, par exemple, avec les obsidiennes, ça coïnciderait, d'après la durée du trajet, ça coïnciderait au moment où les tissus commencent à se désintégrer et on dirait des entailles, alors que la partie où les corps nageraient, ça coïncide à un moment où les tissus se liquéfient. Je coupe là, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est un peu dégueulasse. Mais bon, tout ça, comme je disais, ça ne peut pas se faire tout seul, ça a besoin d'aide. Déjà, les chiens, donc un animal de compagnie, et généralement aussi ce qu'on peut considérer comme un objet ou un élément de confort. Donc les morts étaient donc enterrés avec un élément de confort. La traversée dure longtemps, donc ils avaient besoin de nourriture. Et l'idée derrière tout ça, c'est quoi? Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que dans la tradition des festivités liées aux morts, il était des coutumes de donner des offrandes qui contenaient des objets, donc soit des conforts, soit utiles, donc ça, de la bouffe, de la boisson, des armes, donc pour les choses utiles, boire comme des animaux de compagnie, que ce soit sous la forme d'objets sculptés, soit d'animaux en tant que tels, donc les morts étaient enterrés avec un chien. Et en fait, cette tradition était gardée. Était gardée comment? Aujourd'hui, dans le Dia de los Muertos, c'est quoi l'idée? C'est on va au cimetière, on pose des offrandes, donc de la bouffe, généralement les plats préférés de la personne, des petits objets qui confortaient la personne, on décore la tombe et on passe la nuit à faire la fête dans les cimetières. Globalement, c'est un peu la version réduite, c'est un peu ce qui s'est fait le Dia de los Muertos. C'est une fête qui est très colorée, qui n'est pas du tout motif d'affliction ou de tristesse, c'est vraiment on va là-bas pour faire la fête et aider, grâce à notre présence, les morts à faire toute la traversée. Donc, en tout cas, c'est l'idée d'origine. La fête, comme je disais, aujourd'hui, elle a pris la forme uniquement 2 jours, un jour pour les enfants, un jour pour les adultes. Néanmoins, dans certaines parties du Mexique, la fête peut durer dès toute la dernière semaine du mois d'octobre jusqu'à la fin de la première semaine du mois de novembre. C'est aussi une fête pendant laquelle on se moque de la mort. C'est-à-dire que la mort ne fait pas peur, on est là pour un peu la braver. Et on se moque comment? En faisant des rimes. C'est un peu sordide, hein, mais en faisant des rimes et s'offrant des cadeaux pour souhaiter la mort de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est un peu bizarre, je sais. L'idée c'est quoi? C'est on fait une rime un peu comique sur les conditions et les raisons de la mort de quelqu'un. Donc typiquement, si on connaît quelqu'un qui tricote au tout hasard, ben, on va faire une rime qui va dire machin il est mort parce qu'il tricote trop et à force de tricoter, ben, il s'est planté une aiguille dans les cœurs ou un truc comme ça quoi. Et donc la mort va venir le chercher avec je sais pas, un châle et l'embarquer dans son châle jusqu'au monde, jusqu'au règne des morts quoi. Enfin, c'est assez rigolo, moi j'aime beaucoup, je trouve ça très marrant. Il y a des personnes à mon avis qui ne doivent pas trouver ça si marrant que ça, mais moi j'adore, je trouve ça génial. Qui plus est, c'est une tradition qui est accompagnée souvent d'une tradition d'illustration assez importante. Donc particulièrement des dessins qui sont très connus et que vous pouvez facilement retrouver sur internet
en cherchant José Guadalupe Posadas. Donc José Guadalupe Posadas c'était un dessinateur. Initialement c'était pour des journaux, je crois qu'il a fait ses dessins. Et il s'était spécialisé dans des dessins des calaveras. Donc traduction littérale c'est des têtes des morts. Voilà. C'était souvent accompagné donc, de ces fameux rimes verses. Ce qui fait qu'à la fin, donc, la rime elle-même, elle s'appelle calaveras. Donc aujourd'hui, on fait des calaveras pour quelqu'un d'autre. Et on offre des calaveras aussi, donc ça sous la forme d'un dessin, soit sous la forme des petites têtes des morts, généralement en sucre. On peut aussi le faire en chocolat, on peut le faire en amarante, parce qu'on aime beaucoup l'amarante, les graines d'amarante. Et en fait, on s'offre des choses comme ça, c'est vraiment un motif des fêtes qui n'a absolument rien à voir avec une notion des trick or treat, un truc comme ça, enfin, comme ça peut être le cas des Halloween. Euh, c'est juste fêter les morts et l'aider dans son périple, ce qui donne l'essence à cette fête. Euh, pour ceux qui veulent plus d'informations, je peux vous donner plus d'informations. Je pense que je vais arrêter là l'explication, parce que la dernière fois, enfin les dernières fois, j'ai essayé de vous donner un peu plus d'éléments, principalement concernant l'organisation des mondes selon la tradition aztèque, etc. Ça devenait assez rapidement fouillis. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que, outre donc, ces petits vers et ces petits rimes, les offrandes, il y a aussi un certain nombre d'autres éléments qui vont avec, en particulier des recettes de cuisine. Des recettes de cuisine, donc il y en a une que j'aimerais vous faire découvrir et dont je mettrai donc en insertion donc, dans les coins qui s'appelle El Pan de Muertos. Donc el Pan de Muertos c'est quoi? El Pan de Muertos c'est une recette d'un pain qui est, enfin, on va dire, c'est une sorte de brioche. Une sorte de brioche qui est décorée avec des saucissements. Non pas des saucissements réels, mais des saucissements en pain. Donc l'idée, c'est, la recette est assez simple, hein, c'est 3 tasses et demie de farine de blé, hein, 225 grammes de beurre. J'aurais bien voulu le faire chez moi, mais en fait, bon, comme vous le savez, il y a un peu pénurie de beurre. Aujourd'hui c'est férié et puis dans mon frigo j'avais pas assez de beurre donc je peux pas la faire pour vous, mais à l'occurrence quand je la ferai, et puisque j'ai un compte à faire parce qu'en plus j'adore ça, je vais vous montrer une photo sur Instagram et certainement aussi sur le prochain épisode de podcast. C'est une brioche avec qui a 3 œufs déjà et 1,25 tasses de sucre et avec une demi-tasse d'eau. On mélange le tout avec des écorces d'orange, des préférences séchées. Sinon, on peut faire aussi avec un zester, mais les goûts n'est pas forcément les mêmes. Avec de la levure. Et puis, on utilise aussi les jaunes d'œufs. Il en faut 7. Donc, c'est assez calorique, hein. Et bon, on mélange les tout, hein. On mélange les tout, et puis une fois que c'est fait, donc on fait une boule, et puis on la décore avec généralement, donc il y a une petite boule en haut, et puis des saucissements qui partent en diagonale pour délimiter les tranches. C'est très bon. Généralement, on la saupoudre avec du sucre, c'est tout, hein. C'est super simple à faire. Mais voilà, c'est juste trop bon, c'est comme n'importe quelle brioche, c'est bon. Et la différence principale par rapport à la brioche à la française, c'est que déjà il est dans la saupoudre des sucres. Et puis surtout, c'est qu'en fait, c'est pas une brioche un peu laquée, c'est une brioche un peu brute, donc avec une croûte un peu, je vais pas dire brûlée, mais en tout cas bien cuite. Et c'est une brioche à l'orange, voilà, c'est tout. J'espère si vous le testez et que vous me montrerez des photos sur Instagram. En tout cas, moi j'adore, c'est quelque chose qui est juste génial. Comme je disais, pour finir donc cette section, si ça vous intéresse, je peux faire encore plus, je peux donner encore plus de détails par rapport à comment c'était organisé, quels étaient les dieux, comment ça marchait, l'origine du monde, comment c'était créé, etc. Selon la tradition aztèque. C'est un sujet que j'aime particulièrement. Et en plus, qui m'a fait pour le coup réviser un peu mes cours d'histoire des écoles primaires, car c'est quelque chose qui est, heureusement, au Mexique, on enseigne dans les écoles primaires.
Et c'est pendant toute l'école primaire, en fait, l'histoire universelle n'est enseignée qu'à partir du collège. Avant ça, c'est que des histoires du Mexique, puisque on a la chance d'être un pays avec beaucoup, beaucoup d'histoires. Voilà pour ça. J'espère que ça aura un peu éclairé quelques petits aspects de la tradition des Dia de los Muertos, et puis que aussi un peu expliquer un peu les côtés farceurs que ça peut avoir cette fête. Avec un particulier, donc comme je disais, la différence c'est qu'il n'y a aucune connotation morale au niveau de la mort, donc pas la peine de la craindre, au contraire, il faut s'en moquer et la fêter. Voilà. Je vous propose maintenant de passer aux sections un peu plus classiques, avec en particulier donc, la section projet fini, avec mon seul projet fini, qui est les châles Sedimentary Shawl, qui est un châle par Stephen West, dont j'avais déjà parlé un peu, enfin beaucoup même, lors du dernier podcast, et qui est un châle qui se présente comme suit. Donc là, vous voyez la couleur qui est un poil bizarre, c'est du bleu, c'est pas du violet, même s'il y a quelques reflets violets. Quand j'ai dit c'est, malheureusement, là je filme le soir, donc la lumière elle est un peu bizarre. La laine, c'est de la Monship Shop, un Graffiti Splash, un coloris Galaxy. Et dans la mesure où j'ai failli ne pas pouvoir terminer les châles, j'ai dû également utiliser une deuxième couleur, principalement au niveau de la pointe et du rabattage, qui est la couleur, vous la voyez presque pas si, là il y a une différence des couleurs que vous se voit très bien à l'écran. C'est qu'en fait, j'ai eu suffisamment pour faire tout ce qu'il fallait au niveau de la pointe, sauf les 3 derniers rangs. Ce sont des rangs raccourcis, donc il n'y avait pas vraiment beaucoup d'émail. À vrai dire, il n'y en avait même pas une vingtaine, si, il y avait une trentaine, 30, ouais, une quarantaine d'émails. Donc j'ai dû faire mes 40 émails, aller, retour, 2 fois, donc 80 mailles à faire. Et après, c'est tous les rabattages que j'ai dû faire avec l'autre laine. Donc c'est toujours de la Monship Shop, Graffiti Splash. Cette fois-ci, c'est la couleur Don't Break My Heart. C'est deux laines que j'avais achetées ensemble, et puis finalement, ils se retrouvent ensemble, c'est pas plus mal. L'autre laine, donc celle-ci, c'est une laine que j'avais achetée lors de l'un de mes voyages, à l'occurrence au Japon. C'est une laine qui s'appelle Moko Emiko, en qualité soc, donc 75% mérinos, 25% nylon, et qui est utilisée pour faire toute cette section de dentelle. Donc je vous montre les châles dans son intégralité. C'est un châle qui est assez long, elle mesure exactement 3,35 m. Donc une dentelle qui est assez simple, mais néanmoins assez fastidieuse à faire, avec 2 sections. Donc une première section, on va dire, qui fait tout le long, et une deuxième section des rangs raccourcis qui n'est fait que la moitié du châle. Et vous voyez les retrous, ça veut dire qu'il y a il y a un changement de section. Donc la première section, donc qui est voilà, voilà. Et après, ces sections, en fait, cette section des dentelles, elle s'est fait à la suite donc des sections, nombreuses sections des rangs raccourcis, qui commencent donc ici. Donc le début du châle, il est là. C'est là qu'on monte les mailles. Et au fur et à mesure, en fait, on fait quasiment rien de ces côtés, et puis on fait une monstruosité du côté, enfin une longueur assez importante de l'autre côté. Donc, comme j'ai dit, je vais vous montrer tous les châles. Donc une section qui est fait avec des détails qui sont juste à tomber par terre tellement c'est beau. Voilà, voilà. Voilà. Et voilà. C'est un châle, comme je l'ai indiqué la dernière fois, qui a la particularité de se monter avec un high cord tout le temps. En fait, tous les bords, c'est de l'high cord et on rabat un high cord, ce qui fait qu'il est complètement entouré d'high cord. C'est une construction que je n'avais jamais fait auparavant et que j'ai trouvé particulièrement intéressante.
qui s'est fait donc avec énormément, mais alors des rangs raccourcis, vous allez en bouffer, exception faite que c'est des rangs raccourcis à moitié. Je m'explique, il y a pas c'est pas du wrap and turn, c'est juste du turn. Donc ça fait des gros trous et c'est pour ça que les trous sont si importants. Parce que ça, avec un GT, vous ne pouvez pas les faire. Ça, il vous faut utiliser justement les trous qui s'est fait avec les tornes. Ça permet d'avoir donc cette amplitude au niveau des trous. C'est un shell que j'ai déjà porté. En fait, je l'aime tellement que je l'ai porté juste le lendemain du blocage. Donc, je vous lâche enfin, ça a très rapidement séché. Hein. Ça a séché une nuit, c'était terminé. Et que je porte comme ça. Voilà. Donc, avec une pointe comme ça qui dépasse, avec les détails là. Et puis l'autre pointe qui m'arrive quasiment jusqu'au genou. L'avantage étant que s'il fait vraiment trop froid, voilà. Donc c'est génial, ça protège bien, je l'adore. C'est un châle, très franchement, ce que j'ai référé à ce châle, oui, certainement. Parce que vraiment je les trouve très marrants. En revanche, à la fin, cette dentelle, elle est super simple, mais qu'est-ce que c'est long. C'est long, mais long. Et puis si vous serrez comme un porc en plus, au niveau si vous tricotez serré, c'est assez pénible parce qu'il y a beaucoup de knit together, donc c'est long quoi, c'est super long, mais c'est super beau. Donc voilà, voilà. Donc superbe châle, je l'adore, je crois que c'est mon châle préféré, c'est le dernier que j'ai tricoté mais c'est vraiment mon préféré. Voilà, voilà. Je n'ai pas d'autres projets finis. Comme je vous disais, ça fait pas longtemps qu'on a tourné, donc j'ai pas eu le temps de finir. Et puis j'aurais pu finir un autre projet aujourd'hui, mais en fait j'ai passé mon temps à faire les podcasts, donc du coup il n'est pas fini du tout. Il s'agit d'un projet qui est donc encore en cours, qui est un bonnet. Vous voyez un peu le motif, hein, qui est le bonnet Hermione's Deadly Hallows Hat, que j'ai fait avec une laine Cascadians 220 Headers, qui est un reste d'une laine que j'avais acheté pour faire une écharpe qui s'appelle Skyland, écharpe échelle qui s'appelle Skyland. Et en fait, il me reste suffisamment pour faire le bonnet. Donc j'ai monté ça. Sur le mold, c'est patrons de je ne sais plus qui. Attendez, je regarde mes notes. C'est des filles et des séduire qui a fait ça. Je trouve que les patrons, il y a un moment donné, il faut que je réalise, mais je suis quasiment persuadé qu'à un moment donné, il y a une grosse erreur dans les patrons. Quand on commence la diminution, il casse les motifs. Je sais pas pourquoi, mais bon, j'ai pas aimé. Du coup, j'ai défait toutes les diminutions. J'étais déjà quasiment à la troisième répétition de rang de diminution. J'ai tout défait hier lors du tricoté Montparnasse. C'est ce qui explique que c'est pas terminé, mais ça devrait être terminé bientôt. Certains m'ont dit que c'était trop grand. J'ai essayé. C'est assez louche, mais c'est assez joli. Bon, bien évidemment, c'est pas pour moi comme d'habitude, hein, mais c'est pas trop mal. Si tu en as beaucoup de cheveux, en l'occurrence, c'est plutôt pour des filles, enfin des femmes qui ont des cheveux longs. Donc ça va être plutôt assez joli. Sinon, il me restera assez de laine pour en faire un autre. Je vais pas les détricoter, je l'aime beaucoup. Enfin, je l'aime assez bien. Même si j'étais pas fan de cette laine, mais je trouve que pour un bonnet, c'est vachement bien. Donc voilà. Je l'ai fait aussi dans les cadres d'un cal, qui est le cal des Hortense Pia fait son cinéma. Hortense Pia qui est un super podcast que je vous invite à regarder et qui en plus s'est lancé dans les podcasts bilingues, c'est-à-dire qu'elle a fait un premier épisode en anglais, donc chose que je salue. Dites-moi d'ailleurs si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Moi, je m'étais déjà demandé, enfin, je m'étais déjà posé la question de savoir si je faisais un podcast en anglais et un podcast en espagnol. Je ne l'ai pas fait pour une simple raison, c'est que je suis une grosse feignasse.
Mais en fait, c'est exactement pour l'impression que je n'ai toujours pas rajouté des sous-titres. Parce qu'en fait, compte tenu de la durée de mes podcasts, il est beaucoup plus simple de faire un podcast dans une autre langue que de me lancer dans les sous-titres. Donc, si c'est quelque chose qui vous pensez pourrait vous intéresser, ben, n'hésitez pas. À ce moment-là, je me lancerai. Ce qui est certain, c'est que le podcast en espagnol, je vais le faire pour une simple raison, c'est que c'était comme en français. Je n'ai pas trouvé un seul podcast animé par un homme en espagnol. Déjà que trouver des podcasts en espagnol, c'est super dur. Des podcasts tenus par un homme, il n'y en a pas. En tout cas, j'en ai pas vu. Je me suis renseigné auprès de quelques podcasteuses qui parlent espagnol et en fait, il n'y en a pratiquement pas. Il doit y avoir, je connais quatre podcasts. Il y a celui de Jorge Locatelli qui s'appelle Las Knitting Amigas. Il y a celui de Desmadejada et il y en a deux autres, j'ai perdu leur nom. Mais bon, il y en a que 4 et puis je trouve pas plus. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé d'ailleurs ça dans les commentaires d'une de mes vidéos, je crois que l'épisode 3. J'ai toujours pas trouvé d'alternatives, d'autres podcasts. Si bien que la meilleure solution c'est quoi? De faire soi-même son podcast. Donc je vais certainement créer un podcast en espagnol. Et si vous me dites que celui en anglais vous intéresse aussi, et pourquoi pas. L'autre projet que j'ai sur mes CV, c'est un boxy, donc boxy de Jorge Locatelli qu'on vient de citer, que je tricote à nouveau parce que j'ai une très grande bouche et que quand j'ai posté la photo du boxy terminée, quand je venais de l'offrir, une très très bonne amie m'a dit ah ça il me faut absolument les mêmes et moi j'ai dit oui bien sûr, j'avais pas de souci, dis-moi quelle est la couleur que tu veux. Elle m'avait dit du bleu, donc, du blanc. Donc j'avais dans l'autre boxy du blanc, donc, que j'ai réutilisé, mais il restait deux pelotes. J'ai allé acheter d'autres pelotes de cette couleur. Et puisqu'elle aime aussi les bleus et que j'aime pas tricoter des choses monochromes, donc j'ai rajouté du bleu marine. Ainsi que, c'est quelque chose que j'aimerais rajouter, est-ce que j'ai la pelote dans le coin? Non, évidemment, je n'ai pas préparé les choses. Donc, je vous la montrerai une autre fois, mais je voulais la mélanger aussi avec du rose au niveau des épaules, faire donc les lignes de point mousse, donc faire du bleu, du rose très fin et après du blanc. Je pense que ça peut être joli, si je trouve que c'est pas joli, je le déferai, mais j'avais déjà fait un échantillon, ça m'avait pas choqué. Donc bon, je suis déjà quand même assez avancé. Il y a quasiment, je suis pas trop loin des 25 centimètres. Donc ça avance bien. Bon, j'ai eu un accident hier à tricoter où en fait j'ai lâché tout ça. Tout ça, ça a lâché. Donc toutes les mailles sont descendues jusque là environ. Bon, je remontais rapidement, ça se voit pas trop. Il y a juste la tension qui n'est pas tout à fait la même en endroit. Mais ça c'est vrai, pas au blocage, donc c'est pas grave. Donc, ça avance, c'est mon projet No Brain que je tricote quand j'en ai un peu marre de tricoter. L'autre projet que je ne peux pas vous montrer parce que c'est un test, je ne sais pas si c'est secret ou pas, mais bon, je préfère ne pas trop communiquer. C'est un châle euh, que je teste pour Mathieu Arnold, donc je mettrai son compte sur en insertion. C'est un châle qui s'appelle Tramley, qui est un châle en dentelle qui est très joli, mais qui s'avère, en tout cas pour les tourneaux d'Ignitish, être un très très mauvais choix stratégique, puisque il se demande beaucoup de concentration, du moins pour le moment. Donc voilà. Et puis bientôt, donc, comme je m'étais engagé avec Meg, donc j'ai tricoterai un autre châle Itac pour offrir. Ça sera certainement pour la gardienne d'immeuble qui avait sauvé un colis de laine que j'ai réussi à récupérer grâce à elle. Voilà pour les objets en cours. Côté achat, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a un que j'ai fait ce week-end où en fait j'étais allé manger des crêpes et en profitant que j'étais à côté de Montparnasse, je suis parti à l'atelier de la création. Oui, je crois que c'est ça. Ouais, je sais pas, c'est près de Montparnasse, si je me suis trompé, je mettrai en insertion. Je vais acheter de la drops en Favel, donc pour faire certainement des chaussettes.
Moi j'ai un pied assez grand, donc enfin assez grand, c'est-à-dire immense. J'ai chausse du 48 en fonction des tailles, des fois même du 48,5. Donc en gros, il y a une pelote par pied. Ça fait bizarre de dire ça, mais oui, une pelote par pied, parce qu'en plus moi j'aime bien les mi-bas. J'aime pas trop les chaussettes trop petites, donc je pense que ça va bien suffire pour aller au moins jusqu'à mi-mollet, voire un peu plus. Ça me gênerait pas trop. Voilà, c'est la première fois que j'achète de la Fabelle, j'avais jamais acheté ça avant. Je la trouve assez douce, surtout pour les. Enfin, surtout compte tenu de la quantité des nylons qu'il y a, parce que c'est du 75-25. Pour information, donc celle-ci aussi c'est du 75-25, mais je la sens beaucoup plus. Enfin, elle est douce, hein, mais à tricoter elle est vachement rêche. Alors que celle-ci, elle m'a l'impression d'être assez douce tout court. Donc je pense qu'au blocage elle va s'adoucir encore plus, donc c'est pas plus mal. Donc voilà, donc premier achat, un petit achat avec. J'ai acheté aussi avec je crois que j'ai acheté 3 ou 4 crochets parce que j'ai perdu mon crochet préféré, bien évidemment, il fallait que je perde mon crochet préféré, donc je suis allé chercher un autre. Qui est pas du tout pareil qu'à l'ancien, mais bon, pourquoi pas. Et puis j'ai fait deux autres achats, dont un qui est en cours de livraison. Donc celui qui est en cours de livraison est un achat chez Undercover Author, donc qui est de la laine que j'attends patiemment. Et puis l'autre achat que j'ai fait et qui lui j'ai reçu au courrier je lui dis, lundi dernier. Lundi. Oui c'est ça, lundi dernier. Ce sont ces deux sèche-chevaux la couleur s'appelle Chase of Jade. C'est de la. Pareil, c'est la soque. 75% superwash merino, 25% en nylon. Elle est super douce et c'est une laine de chez Knitting New France. Donc pour ceux qui n'ont pas trop suivi l'histoire, Knitting New France c'est enfin, l'une des premières boutiques à ce que j'essaie des laines et des produits des tricots liés au tricot qui avaient été ouvertes sur Etsy et qui malheureusement risquent de devoir fermer ses portes définitivement pour des diverses raisons que je ne saurais vous expliquer et dont je préfère ne pas me raconter n'importe quoi. Toujours est-il que comme elle comptait fermer boutique, elle a fait des ventes, donc tout était à quasiment entre 30 et 20 et 30%. Donc je vous invite d'ailleurs à aller jeter encore un coup d'œil s'il reste encore des choses, ça vaut la peine. D'autant plus qu'elle est super douce en fait. Faire des oreilles comme ça. Et en fait, bon, elle a été tellement touchée de l'appui que la communauté a montré face à la situation qu'elle envisage de faire un financement participatif pour pouvoir continuer son activité, ou essayer de continuer son activité. Il devrait faire ça pendant le mois de novembre, donc je vous comment dire, je pense que tout le monde devrait jeter un coup d'œil. Enfin, si vous pouvez jeter un coup d'œil, allez-y. Je pense que ça vaut la peine. Et puis, ça fait toujours plaisir de pouvoir aider des teinturiers indépendants, des petites boutiques qui essayent de trouver un peu leur chemin, alors que la concurrence est rude. Et quand ce sont des produits de qualité, ça vaut la peine. Donc, je vous invite donc à participer et à aider au maintien de cette activité pour qu'elle puisse continuer de nous proposer des produits de cette qualité. Bon, et voilà. Passons à la section suivante. Donc, c'est Netflix. Et cette fois-ci, comme j'ai dit, il n'y aura pas du tout des recommandations de films. Au contraire même. Et là, je m'excuse Christelle, mais je ne peux pas. C'est juste plus fort que moi. Je vous déconseille fortement d'aller voir les films Hit, au cinéma. Pourquoi? Donc, pour ceux qui aiment les cinémas d'horreur, donc vous savez certainement que It, c'est un film qui est tiré. Excuse-moi, je vois du thé. C'est un film qui est tiré d'un livre de Stephen King, qui avait déjà été adapté pour un téléfilm dans les années, je crois, 90, voire fin des années 80.
les films est divisé en deux, on va dire deux parties. Une partie qui se passe pendant l'enfance des protagonistes, une partie qui se passe quand ils sont adultes. L'histoire, de toute façon, c'est une histoire assez, somme toute assez classique, hein. C'est l'histoire d'un groupe d'amis qui se voit être la cible d'une sorte d'entité qui ressemble à, on va dire, un crustacé ou une cigale, qui se réveille périodiquement pour s'alimenter de la chair de ses victimes, et qui plus la victime ont peur de lui, plus elle est forte. Donc la première partie, ce sont les enfants qui se voient victimes donc, de la dite créature. Dite créature qui est personnalisée par un clown du nom de Pennywise, qui a dû traumatiser plus d'une personne, et qui, qu'on s'appelle, une certaine importance dans les films, dans la mesure où c'est un personnage qui, bon, tout en étant la créature, le monstre, hein, reste quand même un personnage un peu... il a une personnalité, quoi. Et en fait, donc, dans la deuxième partie du film, donc, les monstres qui pourtant tout le monde croyait morts, finalement il revient. Il revient pour hanter à nouveau les mêmes villages, simplement que cette fois-ci, les enfants sont devenus des adultes, et que là, il est là plutôt pour chercher vengeance. Voilà. Ça résume un peu l'histoire. Et après, bon, on peut se poser, oui, ils reviennent tous et ils butent le monstre. Bon, voilà, super, hein, très original. Les bouquins, ça fait très très longtemps que je l'ai lu. C'est pas un bouquin que je trouve exceptionnel. De manière générale, je suis pas très fan de la littérature d'horreur. Je trouve que c'est un genre qui est assez difficile déjà, qui est déjà assez difficile à transcrire au niveau visuel. Au niveau de l'écriture, est extrêmement difficile et il y a très très peu d'auteurs qui arrivent à les faire. Et même si Stephen King est l'un de ceux qui s'en sort le mieux, ce n'est pas l'un des auteurs que je préfère. Je suis plutôt à vieille école, on va dire, avec des choses de type Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft ou Horacio Quiroga pour tout ce qui est de la littérature, ce qui est de la littérature latino-américaine. Et ce qui, je trouve, arrive bien à transcrire une ambiance beaucoup plus construite et beaucoup plus crédible que ce qu'on peut avoir chez King. Bon, c'est bien, mais en fait, je préfère l'ancienne école. Enfin bref. Les différences entre les deux films. Donc, bon, indépendamment de l'époque où ils ont été faits, donc vous imaginez bien qu'un film qui est filmé en fin d'année 80, début d'année 90, est un film qui, il n'y a pas d'effets spéciaux, ou en tout cas très, très peu. La plupart des effets spéciaux qui ont été utilisés, ce sont des effets practical effects, donc c'est du maquillage, ce sont des marionnettes, des prothèses, des choses comme ça. Ce qui donne un certain charme au film. Là où les films actuels, donc c'est de la CGI, donc des effets spéciaux faits à l'ordinateur avec quelques effets pratiques, mais qui n'ont aucun charme à mon goût. Donc, et ça c'est important. C'est important pourquoi? Parce qu'en fait, un truc qu'il faut savoir dans les cinémas d'horreur et de manière générale, tout ce qui fait peur et qui met mal à l'aise, c'est surtout ça qui met mal à l'aise, c'est... excusez-moi 30 secondes. Oui, pardon. Il y a l'autre téléphone qui sonnait. Donc en fait, ce qu'il dit, c'est que... en fait, ce qui fait peur, ce qui met mal à l'aise, dans certaines choses, à l'œil humain et psychologiquement, je sais plus comment s'appelle les noms, mais ça s'applique particulièrement au clown, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui rendra forcément quelqu'un mal à l'aise, c'est quand il y a un objet ou un animal ou une personne qui, par son maquillage ou par la façon dont la forme, s'approche de quelque chose qui est censé être réel,
mais qu'au final, à cause du maquillage ou de la forme en question, finalement c'est pas réel. Donc ça peut arriver par exemple avec les clowns, avec le maquillage qui du coup, on a une notion d'humanité, mais c'est une humanité qui n'est plus là. Ça peut aussi arriver avec les mimes. Il y a beaucoup de gens qui ont peur des mimes. Oui, ça a l'air bizarre, mais il y en a qui ont peur des mimes. Et aussi, ça peut arriver, et ça arrive de plus en plus avec tout ce qui est robot. Donc, les robots, quand ils s'imitent beaucoup trop proches à un être humain, sans pour autant être totalement humain, et bien ça donne, c'est flippant. C'est flippant. Et en fait, ce qui se passe dans les films, c'est que dans l'ancienne version, c'était un clown à l'ancienne. Donc un maquillage, tout ce qui est des plus classiques. La seule chose qui a été changée, c'était des prothèses dentaires pour faire des crocs et des lentilles pour donner des yeux un peu, soit injecter des sangs, soit des yeux un peu, on va dire comme des yeux de serpent. Et c'était tout. Mais c'était déjà, ça donnait ces côtés inquiétants, ces côtés inhumains. Dans les nouveaux films, ce n'est pas du tout le cas. Les clowns, je ne sais pas si. C'est à dire à quel point c'était fait. Je ne me suis pas renseigné plus que ça, hein, mais les clowns est fait de telle sorte où très franchement, je suis même pas sûr qu'il y ait une personne derrière ça. Je suis presque enfin, j'aurais presque tendance à dire qu'en fait, il n'y a pas d'acteur pour les clowns, que les clowns étaient faits uniquement en CGI, et du coup, c'est des textures lisses qui n'ont aucune personnalité. Finalement, c'est faux. Ça se voit tout de suite que c'est faux. Et du coup, ça fait pas peur. Ça ne peut pas faire peur parce que c'est faux. Et au niveau juste mécaniquement et psychologiquement dans les cerveaux, il va dire c'est faux. Il y a plus à se poser des questions si c'est. Non, c'est faux. Et du coup, ça casse un peu, ça casse totalement l'illusion. Qui plus est, et c'est la différence majeure entre les deux films, c'est que les films des années 90-80, enfin 80-90, c'est un film dans lequel, on va dire, c'était de la période d'innocence avec des enfants qui vivaient une aventure ensemble et qui devenaient amis, qui certes étaient victimes enfin, d'une personne qui n'était pas très nette, mais qui restait somme toute assez innocent. C'était quelque chose qui était assez, voire extrêmement édulcoré par rapport aux bouquins. Dans les bouquins, c'est tout un tas d'histoires sordides, aussi les unes plus que les autres, hein, qui n'auraient jamais pu passer dans un film des années 80-90. C'est vrai, c'est pour ça que ça a été fait comme ça. Les résultats en revanche, c'est que les personnages sont attachants. On voit une histoire d'amitié dans laquelle des personnages deviennent amis enfin, principalement parce ils font face à une certaine adversité, et ils se mettent ensemble pour surmonter cette adversité. Mais ce n'est pas une adversité omniprésente, c'est une adversité qui est personnalisée par un clown, qui est certes une créature un peu enfin, surréelle, qui est méchante, qui fait peur, etc. Mais qui en plus a une personnalité qui est, à des moments même est blagueur. C'est des blagues plutôt de mauvais goût, mais c'est des blagues quand même, quoi. Et c'est attachant. Tous les personnages sont attachants dans la première version du film. Dans la version actuelle, c'est une version qui s'attache énormément au bouquin. Pas totalement, mais qui est déjà beaucoup plus proche du bouquin. Le problème, c'est que le résultat, c'est qu'en fait, c'est du sordide pour du sordide tout le temps. Donc, entre les histoires avec la gamine, les gamins qui s'est fait littéralement écorcher par un psychopathe qui devrait juste se faire interner. Enfin, bref, c'est pas, c'est juste du malsain, mais c'est du malsain mal construit. C'est-à-dire qu'on voit une succession de scènes qui qui n'ont pas vraiment des liens, et à la fin, on voit un groupe d'amis qui finalement ne sont pas si amis que ça parce qu'ils se battent même entre eux. On voit qu'en fait, il n'y a pas d'équation des groupes, il n'y a, pas y a aucun message derrière. C'est juste, oui, on a buté les monstres, voilà. Et qui plus est, les monstres qui n'ont aucune personnalité. Et c'est là où moi, je peux pas vous dire, oui, ces films-là, il faut aller les voir. Non, je ne peux pas dire ça, parce que c'est un film qui est typiquement l'exemple classique de ce que Hollywood ne sait plus faire avec le cinéma d'horreur. Déjà, premièrement, c'est de la réchauffe.
Ça, je crois que tout le monde en est conscient. Aujourd'hui, Hollywood, ils ne savent pas faire des films originaux. Ça n'existe plus. C'est soit, et je n'ai rien contre les films des super-héros, hein, au contraire, je suis un mordu des comics et de tout ce qui peut être geek d'une façon ou d'une autre. Mais c'est toujours le même film au final. C'est la même formule, c'est une formule qui marche, oui, d'accord, mais il n'y a rien de nouveau. Les rares films qu'on voit, ce sont soit des séquelles, bon, la deuxième partie, la troisième partie, la quatrième partie, les revival de je sais pas quoi, la préquelle, etc., etc., etc. Pas des concepts nouveaux. Là, en l'occurrence, c'est un remake. Un remake qui était fait sous prétexte que, oui, mais c'était pas très fidèle au livre, machin, patati patata. Mais c'est un remake, donc déjà, manque d'idées, premier problème à Hollywood. Deuxième problème de Hollywood, et ça concerne principalement les films d'horreur, enfin, et pas que les films d'horreur, d'ailleurs, donc je pense, c'est l'abus des CGI. Il y a quelque chose qui rend les films, c'est beaucoup des films charmants et chaleureux, c'est l'utilisation des practical effects. En bas, je vais principalement parler de Guillermo del Toro, donc quand il fait des effets spéciaux avec des monstres, donc je pense principalement au Labyrinthe des Pandes, donc avec la bestiole avec des cieux ici, c'est des practical effects. Cette bestiole-là, elle toute seule, elle fait plus peur que n'importe quel effet spéciaux qu'on a pu voir dans les films Hit. Et c'est parce que c'est un abus de la CGI, il n'y avait pas de raison de faire de la CGI tout le temps. Et voilà. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point de ces films, et c'est là où c'est les gros problèmes de Hollywood par rapport aux films d'horreur, c'est que aujourd'hui, films d'horreur à Hollywood, il y a deux types de films d'horreur à Hollywood maintenant. Il y a les films des monstres ou les scary jump. Et des fois, on a des scary jump avec des films de monstres. Donc dans les films de monstres, c'est quoi? On met une créature un peu qui fait un peu flipper ou qui pourrait faire flipper. Et voilà, on espère que ça va traumatiser les gens. C'est les cas de ce qu'ils ont essayé de faire avec ça, avec les films Hit. Euh, bon, oui, il y a une créature, d'accord, elle est omniprésente tout le temps. Il y a je ne sais pas combien de scènes, et on peut les compter par rapport à l'autre film. La créature, on voit ses dents, je ne sais pas combien de fois. Euh, ouais, ouais, c'est pas. Ouais, mais non. Euh, ou alors, on a les Scary Joe. Ce sont des films généralement à budget limité, donc je pense principalement à Paranormal Activity, où finalement ce sont oui, enfin, des practical effects certes, mais qui n'ont pas forcément, enfin mal utilisés, avec des Scary Jump à des moments tellement prévisibles qu'en fait, avant même que les choses arrivent, ah tiens, là et ça va venir, ah oui, d'accord, oui, ils l'ont fait, bon, c'est pas utile. Des films qui utilisent bien des scary jumps, dernièrement, il n'y en a pas eu beaucoup. Les seuls que je peux citer là maintenant, ça serait quoi? Peut-être des Conjuring les premiers. Mais il y a encore que. Bref, c'est pas ça un film d'horreur. Un film d'horreur, c'est quoi? C'est une ambiance qui fait que ça peut être juste oppressant. Et l'horreur, ça peut être. Bon, ok, les scary jumps, il y en a qui font des vrais scary jumps qui fonctionnent. Mais c'est pas ça, juste mettre que ça, c'est pas ça. Il faut une ambiance, il faut une histoire qui se tienne un minimum. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est perdu. Les derniers bons films d'horreur qui est vraiment, enfin, vraiment bon film d'horreur, c'est typiquement Babadook. Babadook est un film australien qui s'est tapé une critique mais abominable, principalement parce que il était vendu comme un film des monstres. Or, dans Babadook, c'est une ambiance dans laquelle on plonge dans la folie d'une femme qui est toute seule pour élever un enfant qui est juste monstrueux, et que, au final, les monstres, ben, ce n'est juste que la femme elle-même qui est en train de péter un plomb et qui, enfin, c'est la représentation de ses névroses en fait, de ses problèmes. Et les monstres, on ne les voit pas. Simplement que ces films-là, il est tellement bien construit que c'est un bon film d'horreur. Quand on regarde quelque chose comme ça à côté, et ben c'est pas ça. Donc bon, voilà donc un peu ce que je pense de ces films. Voilà aussi un peu ce que j'ai regretté un peu de plus en plus dans les films hollywoodiens d'horreur. C'est d'ailleurs pourquoi je me plonge souvent plus pour du cinéma asiatique, très particulièrement au cinéma coréen ou au cinéma japonais,
Dans la mesure où eux, ils travaillent beaucoup sur l'ambiance et rarement sur les effets spéciaux. Généralement, les effets spéciaux, c'est toujours de practical effects, et c'est pas ça qui manque, c'est surtout l'ambiance, et ils font des choses tellement glauques, souvent très malsaines, euh, au final, ça fonctionne mieux. Donc voilà. Voilà pour cette partie-là. Donc, pour terminer le podcast, je vais finir par vous révéler donc, ce que je vous ai apporté, enfin ce que j'ai apporté d'Inde et qui a été gagné par un certain nombre de personnes via Instagram pour les des Canary Lotus 666 giveaway. Donc, comme je vous avais dit la dernière fois, je suis parti en Inde pour le travail à une ville qui s'appelle Hyderabad. C'est une ville qui est connue pour être la deuxième ville pour le travail informatique en Inde, la première étant Bangalore. Et c'est aussi un peu les fiefs de Microsoft en Inde, puisque Satya, qui est aujourd'hui enfin, le PDG de Microsoft, est né là-bas. Et en fait, c'est une ville qui est connue pour, non seulement pour l'informatique, mais également pour une autre chose, et c'est une chose qui est du domaine de l'artisanal, et c'est le travail des perles des cultures. Et donc, je vous ai apporté des perles. Donc les personnes qui ont gagné les gros lots, elles ont gagné donc des broches à perles. Donc il y en a 6 qui ont gagné les gros lots. Donc bon, j'espère que ça se voit. Donc c'est des broches, des perles un peu comme ça. Donc il y en a des petites et des grandes. Donc j'ai donné déjà les choix aux personnes en fonction de l'ordre des grandes. Donc ceux qui ont gagné en premier ont sur les droits chercher en premier et ainsi de suite. Donc couleur donc rose, en couleur noire et en couleur blanche. Donc il y en a des, on va dire des plus discrètes et puis un peu moins discrètes. Donc toujours dans le même coloris. Donc blanc, rose et noir. Voilà. Et donc c'est ça que je vais envoyer aux personnes qui ont gagné les gros lots du giveaway. Tout en sachant que l'une des personnes qui avait gagné les gros lots, elle habite au Canada. Et que malheureusement, les frais de port étaient beaucoup trop importants pour que ça soit intéressant, aussi bien que on a fait un échange, ce qui a permis à une autre personne de gagner à la place. Et donc cette personne donc, a reçu, enfin normalement a dû recevoir, des sèche-chevaux de la marque, enfin de la teigneuse Lolo Didit. Je mettrai une insertion de la commande, ainsi qu'un patron pour un châle qui est, je crois qu'il est créé directement par la teigneuse. Donc voilà. Donc ça, ce sont pour les grands lots. Donc ça concerne les deux personnes qui ont gagné au tirage au sort, les premiers tirages au sort. Les premières personnes qui étaient tirées au 12e et dernier tirage au sort. Et tous les gagnantes des jeux des énigmes. Donc voilà pour cela. Pour les autres, ceux qui ont gagné les small lots, les petits lots lors du tirage, je vous avais montré la dernière fois des cétoles en soie que je vais finalement déplier pour que vous puissiez le voir avant qu'elles partent au hein. Donc voici la première. Hein. Bon, les couleurs, j'espère qu'ils ne sont pas trop déformées. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la première. Et en fait, je me dis que je suis en train de faire, que finalement, je ne vais pas les défaire. Je vais juste les déplier une fois. Parce que si je les défais toutes, après, ça va être une vraie misère à plier. Donc, excusez-moi, je replie ça juste avant de faire une catastrophe. Voilà. Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est celle-ci. Donc, que je déplie juste à moitié. Donc une partie bleue comme ça, avec du violet, et puis l'autre partie qui est violet tout court. La troisième, qui est comme ceci.
Voilà. Et voilà. La quatrième qui est comme ceci. Voilà. Et comme ça. La sixième. Non, la cinquième, pardon. Qui est comme ceci. Voilà. La sixième. Qui est comme ceci. Voilà. Et la septième et finale, qui est comme ceci. En l'occurrence, c'est ma préférée. Voilà. Et là. Donc voilà, donc ça c'est pour les personnes qui ont gagné les petits lots hier lors du tirage au sort. Et pour la personne qui a gagné les bonus, elle aura un écheveau de mon destache. Je ne sais pas encore lesquels. Je choisirai un écheveau sur mon stash en fonction comment ça s'appelle, de son fil Instagram. Donc je verrai un peu ce que la personne a pu poster en fonction des posts. Ben, je choisirai un écheveau que je pense pourrait lui plaire. Voilà, voilà donc pour les cadeaux. J'espère que les personnes qui recevront ça, ben, ça va leur plaire. Voilà. Ben, écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, à part que j'espère que vous serez une excellente fin de semaine courte, puisqu'aujourd'hui c'était férié, et que vous tricoterez bien, que les colis arriveront à bonne destination assez rapidement, et que ben, on se reverra bientôt. Peut-être pas dans 2 semaines, mais au moins dans, ouais, j'espère un petit mois, euh, pour des prochaines aventures, et puis encore plus de tricots. Bah, merci beaucoup, et puis à la prochaine. Et puis si vous avez des questions sur ce dont j'ai parlé donc, au début, donc, concernant donc, la tradition aztèque, enfin, tout ce qui est mythologie, etc., bah, n'hésitez pas à me les poser. Et si vous savez, vous voulez participer au débat, discussion autour du film ça et autres films d'horreur, ben, n'hésitez pas, ça me fera un grand plaisir parce que j'adore parler de ça. Donc bah, sur ce, bon tricot à tout le monde et puis à la prochaine. Au revoir.